Le Congrès de Vienne est une conférence diplomatique qui a pour objectif d'établir un nouvel ordre sur un continent exsangue après 25 années de guerre. Voici donc le fameux acte final. Incroyable. Je n'ai jamais pu saisir vraiment. Ce congrès était-il réellement un pur acte de restauration? Une tentative d'inverser tout simplement le cours de l'histoire? L'acteur Harald Krasnitzer s'engage activement pour l'intégration européenne. Il organise le nouveau congrès de Vienne, une rencontre de jeunes européennes et européens désireux de réfléchir ensemble à l'avenir du continent. Le premier congrès de Vienne, celui de 1815, le passionne depuis longtemps. Bonjour, monsieur Madertaner. Bonjour, monsieur Krasnitzer. Enchanté. Bonjour. Voilà, j'ai un problème. Cela fait longtemps que j'étudie le congrès de Vienne, et plus je l'étudie, plus je me perds dans ses contradictions. Donc je me suis dit, je vais consulter un expert qui peut m'éclairer sur le fond de l'affaire. Alors suivez-moi, je vous prie. Aux archives d'État autrichiennes, le commissaire de la série Tator poursuit son enquête sur un événement historique aussi marquant qu'ambigu. La Révolution française a plongé l'Europe dans la tourmente. Napoléon tente de destituer définitivement la noblesse et d'imposer de force, et sur tout le continent, un ordre bourgeois. Le point de départ, c'est Napoléon, à la suite de la Révolution française. Qui fut un événement historique formidable, sans précédent, mais aux conséquences particulièrement confuses. Guerre, misère et folie. Ce qu'il faut souligner, c'est que Napoléon est l'héritier de la Révolution et combat en tant que tel l'ancien régime, l'ordre féodal en Europe. Un projet qui résonne à travers tout le continent. Oui, et notamment chez Goethe, qui a considéré Napoléon comme le plus grand esprit qui ait jamais vécu. Jusqu'à son échec devant Moscou. Oui, mais la chute de Napoléon n'est pas moins fascinante et dramatique que son ascension. L'ancien monde, tous les anciens régimes d'Europe s'allient pour le vaincre. En 1813, une rencontre mémorable se produit à Dresde. Clément Wenzel de Metternich, fin diplomate et ministre autrichien des Affaires étrangères, tente de convaincre son allié, Napoléon, de la nécessité de faire la paix. Il a immortalisé cette entrevue dans ses mémoires. L'Europe ne peut s'accorder à votre projet. Le monde a besoin de paix. Vous devez tempérer votre domination, autrement vous périrez. Mon règne ne survivra pas au jour où j'aurai cessé d'être fort. Un homme comme moi se soucie peu de la vie d'un million d'hommes. La poursuite de la guerre est scellée. Metternich révoque son alliance avec Napoléon. Les Autrichiens assureront le commandement dans la bataille des nations de Leipzig. Voici un document réellement surprenant qui me fascine toujours autant. Une toute petite esquisse qui n'a l'air de rien. En réalité, il s'agit de l'esquisse du plan de bataille, tracé de la main de Metternich. La clé de la victoire de la coalition contre Napoléon à Leipzig. Un dessin de Metternich sur un bout de serviette. Je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, Leipzig a été un tournant décisif et le terrain d'une bataille vraiment atroce. Il me semble que l'on peut encore voir à Leipzig des marques qui indiquent la hauteur des cadavres empilés en ville. Les troupes alliées sous commandement autrichien infligent une lourde défaite à l'armée française. Metternich deviendra chancelier et l'homme d'État le plus influent d'Europe.
Se pose alors la question, que faire de Napoléon vaincu? On lui laisse son titre d'empereur, mais on restreint son empire à la petite île d'Elbe. Napoléon, jadis chef de guerre adulé, laisse aux Alliés un champ de ruines. À eux de réorganiser une Europe chamboulée. Mais leurs intérêts divergents et les frontières tracées arbitrairement annoncent déjà les guerres à venir. La décision d'organiser le congrès de Vienne a été prise à Paris. C'est ce que démontre le traité de Paris, document qui se trouve également dans nos archives. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil. Mais d'abord, si vous voulez bien refermer ce dossier. J'ai le droit de... Mais oui, bien sûr. Le signataire du traité de Paris est Louis XVIII, preuve de la restauration des Bourbons. Ils sont formellement rétablis. Tout à fait. Et dans ce traité, il est stipulé que les deux parties du conflit, les Français donc et le reste de l'Europe, se rencontreront en congrès à Vienne pour clarifier les questions en suspens et rétablir l'ordre politique de l'Europe. C'est passionnant. Allez-y. Le document original. Napoléon a précipité le Saint-Empire romain germanique dans la chute et redessiné la carte de l'Europe. Il faut à présent instaurer l'ordre futur de ce continent. Arrivent alors à Vienne de très nombreux congressistes qui resteront un certain temps. Qui étaient-ils? Toute la noblesse européenne? Oui. Vienne est confrontée à une véritable invasion des élites de l'ancienne Europe. La grande noblesse pavane se met en scène, s'installe en communauté de vie et s'organise en cercles distingués. C'est au fond la foire triomphante des forces que Napoléon voulait balayer dans le prolongement de la Révolution française. À ce propos, j'aimerais vous montrer une publication des archives d'État à l'occasion du 200e anniversaire du Congrès de Vienne. Ah oui, le fameux tableau. Oui, voici ce fameux tableau rassemblant tous les acteurs essentiels du Congrès. Une pure fiction. C'est exact, oui. Ils n'ont jamais réellement été ainsi réunis. C'est une représentation quelque peu idéalisée. Mais elle nous présente les principaux protagonistes. Voici Metternich. Oui, Metternich, l'instigateur, l'inspirateur. Le personnage clé. Oui, il était le personnage clé, le diplomate dominant la scène européenne. Et voici Talleyrand. Oui, Talleyrand, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui a déjà retourné sa veste et sert désormais les Bourbons restaurés. Celui que Napoléon a qualifié de merde dans un bas de soie. C'est exact. Castlereagh et Wellington côte à côte. Castlereagh, irlandais, initialement fervent partisan de la Révolution française, a changé de camp suite aux guerres napoléoniennes. Il veut que la France soit réduite au maximum et reste petite pour longtemps. Il me manque juste deux protagonistes pourtant essentiels. L'empereur François Ier d'Autriche et le tsar Alexandre Ier. Il eût été indigne d'un empereur de participer en personne à ces négociations. Le Congrès de Vienne se réunissait vers 1814-1815 dans les bâtiments qui hébergent aujourd'hui les archives d'État et la chancellerie autrichienne. Manfred Matzka en a dirigé un service. Pendant 30 ans, il a travaillé à l'endroit même où Metternich exerçait son art diplomatique. Il lui porte d'ailleurs une grande admiration. Bonjour. Bienvenue à la chancellerie. Merci pour votre accueil. Monsieur le directeur général. Déjà chancellerie à l'époque. Lieu de vie et de travail de Metternich et lieu de réunion du Congrès de Vienne. Je vous montre la salle du Congrès dans toute sa splendeur. Entrez, je vous prie. Voilà la salle du Congrès, qui tient donc son nom du Congrès de Vienne.
C'est ici que se sont déroulées les principales négociations. Les séances préparatoires d'abord, à 4. L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie, menées par de jeunes diplomates, tous dans la trentaine. Puis, un jour de la fin octobre, entre par cette porte le vieux Talleyrand qui fait 2 fois leur âge. Il boite, il s'appuie sur une canne, mais c'est un vieux renard. Et il leur dit, « Chers amis, ce n'est pas en se posant à 4 vainqueurs contre le vaincu qu'on réorganisera l'Europe. Aucune paix n'est possible sans la France. » À partir de là, tout le Congrès a été repensé pour aboutir à la conviction qu'il fallait trouver un équilibre, dépasser le clivage vainqueur-vaincu et instaurer une collaboration de toutes les puissances européennes. C'est là l'idée centrale du Congrès de Vienne. L'objectif principal était la restauration de la France dans les frontières d'avant 1789, tout en créant des zones tampons autour. D'où la naissance du royaume de Sardaigne-Piémont, la neutralité de la Suisse, la création du royaume des Pays-Bas. Et tout cela était basé sur des échanges consentis de territoires. Mais au-delà du règlement des conflits territoriaux hérités des guerres napoléoniennes, j'ai toujours trouvé essentiel le protocole sur l'abolition de la traite négrière. Nous la devons d'abord à la volonté de l'Angleterre de toucher économiquement l'Amérique, mais aussi d'argumenter avec une approche d'ores et déjà humanitaire. C'est une affaire très ambivalente. L'autre objectif central était l'instauration d'une paix durable. Oui, sur ce point, toutes ces puissances absolutistes se retrouvent, car seule une paix stable à l'extérieur permet de maintenir la stabilité à l'intérieur. D'où la duplicité entre une restauration oppressive et une collaboration européenne tout à fait progressiste. Comment savons-nous ce qui s'est dit ici? Vous voyez les grilles d'aération? Au-dessus de cette salle, il y a une autre pièce, dans laquelle étaient installés des secrétaires qui notaient chaque mot. On pouvait donc suivre les débats de là-haut? Tout à fait, mot pour mot. On peut aller voir? Normalement, ce n'est pas accessible au public, mais c'est possible. Suivez-moi. J'ai installé là-haut une petite exposition sur l'histoire de ce bâtiment, qui fait évidemment la part belle au Congrès de Vienne. Voici donc le secrétariat, aussi grand que la salle en dessous. Nous sommes pile au-dessus? Oui, pile au-dessus de la salle du Congrès. Et cette salle se trouve en l'état, comme elle était en 1814. J'aimerais vous montrer le système acoustique, mais il me faudrait un coup de main. Que puis-je faire? Il faut enlever cette pancarte. On devrait y arriver. Ça se décroche? Oui, tout simplement. Et on la pose là-bas. Vous avez vu d'en bas les grilles dans le plafond. Elles donnent sur cette salle. Une fois cette trappe ouverte, on a une ouverture assez large. Mais bouchée par l'aération. Oui, aujourd'hui, il y a l'aération. On essaie quand même? Oui, faisons un test. Allez, appelons-le. Je l'appelle? Oui. Allez-y. Allô, oui? Monsieur Madertaner, nous sommes dans le grenier. Vous pouvez démarrer votre exposé. Nous vous écoutons. Un moment particulier pour l'historien que je suis. Je me trouve dans la salle historique au... On n'entend rien. Ah si, faiblement. Très faiblement. Bon, laissons-le disserter. Je pense que ça lui fait plaisir. Moi, j'aimerais en apprendre un peu plus sur cette salle. Vous imaginez que tout était très bien organisé. Il y avait 10 secrétaires assis à une longue table. Le premier prenait la première phrase, le deuxième la deuxième, et ainsi de suite. Le temps que le 10e ait fini sa phrase, le premier avait déjà aiguisé et trempé sa plume, et il était fin prêt pour la 11e. Un procédé génial qui a permis de préserver chaque mot échangé en bas. En effet, c'est formidable. Tout est documenté et vérifiable.
Que dites-vous de mon exposé? À vrai dire, on n'a pas entendu grand-chose. Un peu quand même. Ce n'était pas vraiment compréhensible. Au grenier, et derrière la somptueuse façade, Metternich tisse la toile de son pouvoir. Metternich a de l'esprit, mais il devrait mentir moins. On ment une fois, 2 fois, mais pas sans cesse. Cela ne mène nulle part. Durant le congrès, le chancelier autrichien instaure un état policier d'une nouvelle dimension. Les rares documents subsistant à ce sujet sont archivés avec une précaution toute particulière. Voici l'un des dossiers en question. Ils sont particulièrement précieux parce qu'il ne subsiste en tout et pour tout que 6 cartons de l'énorme masse de dossiers établis par la police secrète de Metternich. Et pour quelle raison? Tout le reste a été détruit par le feu, puisqu'en 1927, ces dossiers étaient archivés au palais de justice. D'où les traces d'incendie. À l'aube de l'instauration de la dictature austro-fasciste, l'Autriche est profondément divisée. Les 2 camps politiques se sont dotés de milices paramilitaires. L'acquittement de miliciens d'extrême droite dans un procès d'assassinat provoque un soulèvement ouvrier à Vienne. Le palais de justice est pris d'assaut et incendié. Le romancier Elias Canetti, à l'époque un étudiant de 22 ans, a participé à la révolte ouvrière de 1927. Il décrit un employé du palais de justice complètement déboussolé, au cœur de l'assaut, ignorant le danger pour sa personne, et hurlant sans cesse « Les dossiers, nos dossiers !» La police tire sur la foule, tuant 89 manifestants. Les flammes et l'eau d'extinction auront raison de la plupart des dossiers de la police secrète de l'époque du Congrès de Vienne. Nous sommes obligés de restreindre l'accès aux quelques documents qui nous restent, puisque à chaque consultation, à chaque fois qu'on tourne simplement une page, on en perd encore une partie, comme vous pouvez le constater. Ce document nous éclaire-t-il réellement sur le fonctionnement de l'appareil sécuritaire de Metternich? Je dirais que oui, en lisant ceci. Sa Majesté se retira dans sa chambre. Maressal raconta ce jour aux domestiques que Napoléon serait gravement malade. Il n'y avait aucun moyen de vérifier le bien fondé de cette information. Ce qui nous apprend au moins que la rumeur est un élément essentiel des rapports de la police secrète. Un écho presque inquiétant aux pratiques actuelles. Apparemment, on avait engagé une femme de chambre de l'impératrice pour fournir ce genre de rapport. Et ces pratiques font partie intégrante du Congrès de Vienne. Il s'agissait donc d'une surveillance aussi fine que généralisée. Metternich était au courant de chaque rencontre, et en détail. Metternich a étendu la surveillance jusque dans la sphère intime, en épiant les maîtresses des diplomates, voire en les séduisant en personne. Il a élevé la surveillance au rang d'art. Et cela dès le début du XIXe siècle. Son objectif était d'identifier l'ennemi intérieur par une surveillance totale et permanente. Puis, ironie de l'histoire, tous ces dossiers sont détruits lors d'un soulèvement du peuple. Ce n'était pas intentionnel. La colère ouvrière visait les dossiers judiciaires et elle a atteint l'héritage de Metternich. L'Autriche du XXe siècle transforme le Congrès de Vienne en symbole doucereux de sa grandeur d'antan. La valse des fêtes élégantes, les intrigues diplomatiques et les aventures érotiques voilent les abîmes de l'histoire autrichienne.
Nous voici pour ainsi dire au cœur de toute cette affaire. L'aile Léopold, avec les appartements de l'empereur François Ier. Le théâtre des bals les plus prestigieux, n'est-ce pas? En réalité, la ville entière sert de lieu de réception. Pour de somptueuses fêtes. Il s'agissait avant tout de voir et d'être vu. J'ai toujours été fasciné par le faste déployé, qui a d'ailleurs donné naissance à de nombreuses légendes, comme celle du tsar qui tombe amoureux d'une jeune fille aux origines modestes. Exactement. Le faste était destiné à impressionner. Le reste est effectivement légende, à une exception près. Le roi du Danemark s'intéressait en effet de très près aux jeunes filles modestes. Je n'ose imaginer les dépenses. Elles étaient faramineuses et ont très certainement précipité la banqueroute de l'État autrichien. Sur le plan diplomatique, le Congrès semble longtemps voué à l'échec. Ce seront des événements extérieurs qui pousseront les forces de la Restauration à l'accord conservé dans l'acte final de 1815. Voici donc le fameux acte final. Incroyable. C'est le moment de mettre des gants. S'il vous plaît, oui. Combien de mois de négociations? 9? Oui, 9 mois. Et en voici le résultat. Oui, mais l'accord contenu dans ce document n'a été trouvé que dans les toutes dernières semaines. Avant, il y avait toujours des points d'achoppement qui faisaient craindre un échec. Je suis un homme du peuple. Si le peuple veut réellement la liberté, je la lui dois. Tandis que le Congrès danse et négocie des tracés de frontières au mètre près, Napoléon s'enfuit. Arrivé à Paris, il est acclamé par les soldats qu'il commandait jadis. Et soudain, à Vienne, ses adversaires parviennent à un accord qui façonnera l'Europe pour les siècles à venir. Le retour de Napoléon les a poussés au compromis. Les choses se précipitent. Tout se passe en accéléré. Voici la page avec les sceaux et les signatures des représentants des grandes puissances présentes. Cet accord est aussi le premier acte juridique basé sur un droit européen. On peut voir le verso. Ça devrait être possible avec beaucoup de précautions. La netteté des sceaux est incroyable. On a l'impression qu'ils ont été apposés il y a 1 heure à peine. Et quelle intensité des couleurs! Tout d'un coup, l'histoire n'est plus une lointaine fiction, mais une réalité, posée là, sous nos yeux. Je suis toujours aussi impressionné par l'aura que dégage l'original. Une aura portée aussi par la présentation, l'aspect général de la couverture. Elle a d'ailleurs été réalisée par un artisan parisien. Et petite ironie de l'histoire. Vous voulez dire les emblèmes? Toute la couverture, avec les emblèmes des 8 grandes puissances en ordre alphabétique. Les sceaux à peine durcis, Metternich et ses alliés affrontent déjà Napoléon sur le champ de bataille pour défendre leur nouvel ordre européen, placé sous le signe de la Restauration. Napoléon est battu, définitivement cette fois-ci. Ainsi est confirmé l'accomplissement historique du Congrès de Vienne, avoir établi un ordre, certes contradictoire et souvent attaqué par des soulèvements régionaux, mais qui empêchera pendant un siècle le continent de sombrer dans la guerre. J'avais de grands desseins. Le sort en a décidé autrement. Je ne suis plus un conquérant. Je ne puis plus l'être. Alors, M. Krasnitzer, tous ces documents vous ont-ils aidé d'une manière ou d'une autre à voir plus clair dans le chaos européen?
Je vois surtout qu'il est impossible d'aborder la question dans une perspective unique. Et si le Congrès de Vienne fascine, c'est aussi parce qu'il rassemble, d'une manière et sur une durée jusqu'alors inouïe, ces puissances que tout oppose, mais qui doivent élaborer une riposte commune à un ennemi commun. Oui, et par là même, ce congrès est une première tentative de construire une Europe unie, ou du moins d'explorer la possibilité d'une telle construction. En définitive, le Congrès de Vienne restaure un ordre répressif tout en amorçant un projet d'avenir européen. Ma visite aux archives confirme finalement mon intuition de la nature paradoxale de ce congrès et de sa nature élitiste. Et c'est là le point essentiel à mes yeux. Si l'Europe doit se réinventer aujourd'hui, et je pense que c'est le cas, je souhaiterais qu'elle se construise essentiellement à partir des citoyens. Une Europe unie et une Europe des citoyens. Voilà mon idéal.